Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances. On continue notre plongée dans les comics de plus en plus déprimants, je crois, puisque après la semaine dernière, je pense que ça va être dur de faire pire que la semaine dernière. J'en discutais avec notre invité sur Twitter, il ne connaissait pas le titre. On a parlé de Rosalie Lightning, qui est le récit de la mort d'un enfant, du deuil plutôt. C'est les pensées d'un père qui a vu sa fille mourir de la mort subite du nourrisson. Voilà. Voilà Pendant pourquoi ces 6 premières semaines de son deuil, et ça donne envie de crever, tout simplement. Mais en fait, c'est Dépression Discovery que tu prends cet été. Jimmy Corrigan. Il m'a demandé un titre déprimant, hein, je l'ai servi. Ah oui, donc ça. J'ai confiance en toi. Il faut vraiment que je mette la main sur les dessous là de sa femme, de Lilia Corman. Ouais, c'est super. Ça a l'air très très cool. Et je regarderai ça avec. Et tu fais déjà la digression, alors qu'on n'a pas dit bonjour. Je suis désolé. Je dis bonjour à mon équipe. Bonjour à Faye, ça va Faye? Salut, ouais, ça va. Alors Faye, on a déjà parlé de Chris Ware dans cette émission, ou Chris Ware, je ne sais pas comment on le prononce. Mais ne spoil pas mon avis. Voilà, et je garderai. On a parlé de Rusty Brown. Et elle, si vous l'avez écouté, vous connaissez son avis. Garde de la surprise et du suspense. On est avec nous avec Spades. Salut Spades, ça va Spades? Salut. Ça va. Et il y a avec nous Arnaud Picou, que vous connaissez sûrement, First Print, Comics Blog, et plein d'autres choses. Et j'espère que tu aimes bien le travail de Chris Ware. A priori, tu l'as choisi, donc... Bonsoir, Salut. Bonsoir déjà. Et ouais, bonsoir et merci déjà de l'invitation. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. J'espère que vous allez bien et que toutes celles et ceux qui nous écoutent vont bien. Et en fait, si j'ai choisi Chris Ware, c'est parce que en fait, ça fait partie de certains running gags que j'ai avec le podcast. C'est que je connais pas du tout, en fait, pas très bien son œuvre, alors que je connais le personnage. J'ai lu sur lui, mais j'avais pas forcément lu tout de lui. Donc en fait, c'était un très bon prétexte. Parfois, voilà, ton invitation, c'est un très bon prétexte pour enfin m'y atteler. Voilà, et pour pouvoir découvrir cette œuvre. Et effectivement, j'aurais peut-être pas choisi ça au vu de mon humeur habituelle, parce que c'est. Alors il y a plus déprimant encore. Je pense que le In Waves de A.J. Dungo, dans le genre ouvrage où tu as envie de crever, ça se pose bien là, mais effectivement, vous pouvez vous faire peut-être une playlist de bouquins qui donnent envie de mourir. On fait Bibi dans 2 semaines, hein, donc je pense que de Craig Thompson, ça va être la même chose à mon avis. Ouais, ou son Blanket aussi, je crois, est pas mal morose. Mais ouais, on sent un peu la thématique, je crois, des ouvrages que vous sélectionnez cet été. Il a voulu nous faire l'été de la dépression. Moi, j'ai juste fouillé dans mes rayonnages, puis j'ai trouvé ce qu'il fallait. Il n'y a que Astéréopolype qui était assez... Bon, la fin est un peu déprimante, mais... Ah, moi, ça m'a fait rire. Ouais. J'entends un petit. Ouais, il y a un petit, je sais pas de chez qui ça vient, un petit grésillement. C'est parti. C'est bon. Bon, je serai coupé au montage. Donc, comme d'habitude, on commence avec une petite recommandation culturelle. Et c'est Faye qui va commencer. Oui, bonjour. Ouais, alors écoutez, je vous parle du dernier truc que j'ai vu parce que j'ai pas envie de chercher. Non, j'ai regardé sur Netflix une adaptation en animé d'un manga qui s'appelle Sawako. Alors, ça parle d'adolescence au travers de l'histoire d'une jeune fille qui est introvertie, qui s'appelle Sawako, et tout le monde dans son lycée l'appelle Sadako parce que elle a déjà un prénom qui ressemble à Sadako, et elle a les fameux longs cheveux noirs et un côté un peu sombre, et tout le monde croit que genre elle est maudite. Enfin, il y a plein de bruit sur elle, et la pauvre, elle est toute seule dans son coin, elle est très introvertie, elle limite si elle s'excuse pas de vivre, et en gros, elle va faire une rencontre dans sa classe, donc elle commence l'année de première, elle va faire une rencontre dans sa classe qui fait que petit à petit, elle va apprendre à se découvrir, apprendre à avoir confiance en elle et se faire des amis et compagnie. Et je trouvais ça à la fois mignon, à la fois drôle. Parfois, c'est un peu cucu, mais ça participe au comique. Et je me suis marrée. Il y a 3 saisons sur Netflix. Et j'ai englouti ça en 2-3 jours, vous voyez, parce que ça m'a fait très très rire. Et j'ai découvert
après avoir fini l'animé, qu'il y a aussi le drama sur Netflix. Donc, je vais tellement regarder parce que le drama va plus loin dans l'adaptation du manga. Et j'ai découvert que le manga a 30 tomes. J'ai envie d'avoir le manga, donc je ne sais pas où je le mettrai, mais je trouverai de la place. Je mourrai sous les livres. Mais j'ai trouvé ça très très drôle. Voilà. Puis dans l'animation, c'est cool parce que ils jouent justement avec les références à Sadako. Donc il y a des fois, ils vont la représenter de façon angoissante et ça permet de montrer justement les difficultés de communication, le fait que certains ados restent sur les apparences et sur les on-dit. Et ça montre aussi tout ça du fait de s'affirmer, de s'ouvrir, d'essayer un peu de se faire sa propre opinion plutôt que croire ce qu'on dit autour. Enfin, il y a plein de trucs mignons. Donc voilà, moi je vous le conseille. Je vais faire un lien avec ce que tu as recommandé. Moi, je recommande un manga aussi. Il y a Un zoo en hiver de Jiro Taniguchi qui est ressorti, je crois, il n'y a pas très longtemps. C'est une semaine ou deux dans une nouvelle édition chez Casterman. Et je crois qu'Un zoo en hiver, c'est un de mes Taniguchi préférés. Avec le journal de mon père. Je sais pas si c'est vraiment autobiographique, mais bon, ça parle d'un trentenaire qui veut devenir mangaka, qui devient mangaka, qui a une relation un peu bizarre avec la femme d'un de ses collègues ou de son patron, je ne sais pas. Je crois que tu allais dire un animal, ça m'a fait peur. Et vraiment, c'est un très très beau récit, comme c'est si bien le faire Jiro Taniguchi. Et si vous avez envie de vous mettre au manga, je pense qu'il n'y a pas mieux que Taniguchi. Et Un zoo en hiver, ça pourrait être pas mal si vous avez envie de commencer. En plus, nouvelle édition, pas trop cher. Et je glisse juste qu'il y a Blankets de Craig Thompson qui est ressorti en petit format à 12 €. Et vraiment, lisez Blankets, quoi. Lisez Blankets. Ah, ouais. Voilà, bravo. Mais moi, ce récit m'a bouleversé. Je pense que tout le monde devrait le lire. C'est beau. Et voilà. Et j'ai trop hâte parce qu'il y a un nouveau bouquin de lui. Il y a Racine qui doit sortir normalement en septembre ou en octobre. En septembre, ouais. Et j'ai trop hâte de le lire. Spades. Oui, donc on va remonter un peu dans la bonne humeur avec Shimoneta Tolugainan Gai Sansai Shinai Taikutsu Nasekai. Plus communément appelé Shimo Seka. Donc c'est en fait un light novel et un animé qui est sorti aux alentours de 2015, qui parle d'un futur proche où au Japon, une loi a été votée pour le maintien de l'ordre public et de la morale dans l'éducation de la jeunesse, qui a banni l'utilisation de tout langage grossier, de la pornographie, de l'érotisme et compagnie dans le Japon. Donc il arrive une génération qui n'a jamais été mise en contact avec le porno, l'érotisme. Ils connaissent pas les termes juste pénis, tu vois, c'est considéré comme un gros mot dans ce Japon-là. Et tu as un appareil autour du poignet qui s'appelle Peacemaker qui va sonner et t'envoyer le SWAT qui va passer par ta fenêtre parce que tu as dit le mot pénis. Si tu as le malheur de toucher la nouille, pareil, c'est identifié par le Peacemaker et tu te retrouves emprisonné. Et donc, ça raconte les aventures d'un jeune qui s'appelle Tanukichi Okuma, qui va rentrer dans une école où les élèves ont le plus haut niveau de pureté du Japon. Et là, en fait, tu vas tomber sur la vice-présidente du conseil des élèves, Ayame Kajo, qui, elle, en fait, veut mener la révolution du cul. Et elle est la terroriste du cul qui se fait appeler Neige Bleue. Et elle va l'entraîner dans ses aventures pour essayer de repervertir ses camarades de classe et essayer de ramener, en fait, le droit de pouvoir dire des insanités comme tu as envie dans le Japon. En fait, avec ce pitch, on pourrait se dire que c'est un truc ultra etchi, et oui, ça joue beaucoup sur la limite, mais en fait, ça passe jamais la limite. C'est un des trucs etchi les moins etchi que j'ai vu de ma vie, mais c'est super drôle. Et puis le ending, la musique de fin, est un petit bijou. C'est disponible sur ADN, doit y avoir une douzaine d'épisodes.
Tu le vends bien en tout cas. Ouais. Ah, mais c'est génial, hein. Franchement, ça me fait mourir de rire ce truc-là. À un moment, il recrute une dessinatrice de manga qui doit dessiner donc du hentai pour pouvoir pervertir les camarades de classe. Mais comme elle n'a pas le droit de dessiner parce que le Peacemaker va découvrir ce qu'elle elle dessine tout avec la bouche. Et c'est que des conneries comme ça, quoi. D'accord. Ça a l'air marrant. Ça a l'air très drôle. Ça l'est. Arnaud, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous proposer? Ouais, c'est un peu un leitmotiv chez moi et un gimmick aussi. C'est une BD en fait qui est sortie il y a maintenant deux bonnes années, mais qui va revenir en VO à la rentrée. Et ça s'appelle Ultra Mega de James Aaron et je suis pas sûr que tout le monde l'a lu en France encore. Donc c'est vraiment, si vous aimez les Super Sentai et les Kaiju, c'est un univers avec ces éléments-là, mais repris à la sauce de James Aaron, qui est un dessinateur américain trop rare et absolument fantastique, où l'idée c'est qu'en fait il y a une sorte de virus Kaiju qui débarque sur Terre et qui transforme les citoyens qui sont infectés en monstres gigantesques, et pour riposter, le gouvernement a fait des expérimentations avec 3 personnes qui sont choisies pour être les ultra méga, donc vraiment des êtres humains capables de se transformer en super sentai de 3 mètres de haut. Donc ça, c'est un peu le principe de base. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit vraiment quelque chose de très simple, juste cette mythologie reprise juste par le prisme américain, ça va en fait très très loin dès le premier numéro, puisque grosso modo, l'un des personnages qu'on pense être le héros principal va se faire en fait dégommer au bout des premières pages. Donc c'est pas un spoiler, hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive de façon soudaine. Et ensuite, il va y avoir en fait même un énorme gap dans le temps où on va voir se développer une société autour des kaiju qui vont même avoir une emprise auprès de la population, vers une forme de secte presque religieuse qui va se former autour des kaiju. Il y a un jeune garçon qui est peut-être le descendant de Ultra Mega qui va devoir reprendre le flambeau. Donc c'est un titre qui est hyper généreux, à la fois dans toutes les thématiques que ça aborde, on va dire dans le spectre de tout ce que ça aborde, parce qu'on part vraiment dans une histoire qui a énormément de tenants et d'aboutissants, et en termes de world building, c'est assez exceptionnel. Et surtout, peut-être que l'intérêt le plus immédiat, c'est l'aspect graphique de Ultra Mega, parce que c'est vraiment dessiné avec les tripes, et dans un récit où il y a beaucoup de tripes aussi, donc attention les yeux, parce que c'est extrêmement sanglant. Mais voilà, ça reste toujours à ce jour l'une de mes découvertes les plus marquantes de ces dernières années. Et voilà, je continuerai de militer pour ce comics tant que tous les lecteurs de The Walking Dead n'auront pas lu également Ultra Mecha. Je pense qu'il y a encore pas mal de marge de progression à faire. Moi, on l'avait fait dans l'émission. Moi, j'ai souvenir d'un boulot magnifique sur la colo, notamment Dave Stewart, qui a rarement été aussi bon. Et si vous n'avez pas lu Rumble, lisez Rumble de James Aaron aussi. Je crois mais qui est plus difficile à trouver, hélas. Ouais. En VF en tout cas, parce que c'est plus édité. C'est chez Glénat, ouais. C'est chez Glénat, ouais, mais je crois qu'il me manque un temps. J'ai essayé de me les reprendre après, parce que je connaissais pas non plus. J'avais pas lu Rumble avant. J'ai découvert vraiment James Aaron avec Ultra Mega, en voulant les retrouver après les Rumble. Ouais, c'est de l'occasion, quoi. Faut aller chiner les sites d'occasion. Mais c'est très bien. Moi, j'ai les 2 premiers, j'ai pas le 3e. Mais c'était vraiment très très cool. Très bonne recommandation. Avant que j'oublie, petit pensée à Judas qui devait être avec nous ce soir et qui n'est pas là avec nous ce soir parce que malheureusement il a perdu son chat. On a fait des posts sur Instagram et sur Twitter et sur les réseaux sociaux et ça a été beaucoup relayé. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir été autant à relayer son post. Si vous êtes sur Juvignac et que vous voyez un merveilleux chat blanc et noir avec la queue cassée, sachez qu'on le cherche activement et qu'on aimerait bien retrouver Doug. Je pense que je vais passer mon week-end. J'ai déjà passé, c'était quand? C'était mercredi? Je sais plus. Ma soirée, c'était très creepy pour les gens du voisinage de voir des gens se balader avec des lampes torches et de regarder dans tous les jardins, mais bon, c'était pour la bonne cause. Enfin bref. Donc grosse pensée à lui. Il avait adoré Rossi Brown et il avait très envie de lire Jimmy Corrigan. Et on pense très très fort à toi. On va enchaîner. Donc Arnaud, tu es déjà venu dans l'émission. On avait fait toute une émission sur comment on parle de comics sur Internet il y a un petit moment.
C'est il y a 2-3 ans, je crois, quand même. Ouais, il y a 2-3 ans. Ça a bien évolué depuis. Je pense que si vous ne connaissez pas Arnaud, bah, sachez que tu as commencé chez DC Planet, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans même, maintenant. Tu es passé chez Comics Blog, après que l'ancienne équipe de Comics Blog, c'est toi qui as récupéré le rédac chef de Comics Blog. Maintenant, tu as ton propre podcast qui s'appelle First Print, et tu es aussi traducteur. Je sais pas si on a fait des trucs que tu avais traduits. On n'a pas fait Mondir. J'ai pas traduit Mondir. Mondir, j'ai rien fait du tout. C'est de Yohan Cabej. Non, moi j'ai traduit. Qu'est-ce que j'ai traduit? J'ai traduit Big Girls chez 404. J'ai fait Love Everlasting. Enfin, je suis toujours sur Love Everlasting chez Urban. Et j'ai fait également Billionaire Island chez Urban Comics de Mark Russell, et aussi Colder, une trilogie d'horreur chez Comics Initiative. Okay. Donc, j'ai pas dû t'insulter en émission à cause des traductions, c'est bon. On avait fait Big Girls qu'on n'avait pas trop aimé, mais bon, c'est une autre histoire. C'était pas le meilleur truc que j'ai traduit. Après, c'était bien de se mettre en jambe sur un travail, on va dire, qui était quand même assez sain, parce que si j'avais dû commencer par Love Everlasting, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Imagine commencer par Jimmy Corrigan. Ah ouais, alors la personne qui a traduit ça, gros respect, gros respect. Parce que... donc l'idée c'est que chaque lecteur de comics connaît un peu ton travail, et on t'a déjà posé des questions sur comment tu as commencé les comics, tout ça. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ton avis sur déjà, est-ce que tu as de l'espoir dans ce petit monde du comics? Est-ce que toi, de tes 10 ans depuis DC Planet, et toute l'évolution que tu vois, comment ce petit monde a évolué, comment tu le vois maintenant? C'est très vaste. C'est vrai que... Désolé. Ouais, c'est la question sur. Je vais faire juste un plan thèse, synthèse et antithèse, mais pour répondre de façon plus directe à est-ce que j'ai de l'espoir, j'ai jamais été désespéré en fait. J'ai jamais perdu la curiosité qui m'a animé il y a plus de 10 ans et qui continue de m'animer sur le fait que c'est un médium que je trouve particulièrement vivant et qui est toujours aussi intéressant à explorer parce qu'il se passe toujours quelque chose en fait. Je suis assez contre tout abattement, même si je conçois que il y a des choses qui ne vont pas créativement parlant dans ce milieu-là, et je pense que surtout ce qui pêche en 2024, c'est, je pense, un manque de vivacité chez le leader Marvel. C'est-à-dire, et notamment dans ses titres les plus en vie, en fait, c'est dans les locomotives actuelles de Marvel, je pense qu'il y a un vrai manque d'enthousiasme, en fait. Je pense pas que forcément que Zeb Wells et Jed MacKay ou tous ces auteurs-là soient mauvais en tant que tels, mais je pense qu'il y a un problème dans l'éditorial, en fait, d'un éditorial qui ronronne ou qui se laisse vraiment aller parce qu'ils ont la première place et qu'ils font plus des efforts pour essayer de la maintenir d'un point de vue rentrée d'argent, d'un point de vue rentrée économique plutôt que créativement, et ça se ressent notamment, alors on n'a pas encore tout lu, chez DC avec leurs annonces récentes pour DC All-In et Absolute, parce que tu as vraiment l'impression que DC se challenge en fait et se permet plus d'entreprises créatives parce que justement eux ils ont pas cet enjeu de la première place à garder, alors que Marvel l'a, et Marvel a fait des choses super bien. Enfin, je trouve que l'univers Ultimate, la relance de l'univers Ultimate chez Marvel, c'est vachement intéressant à suivre. Il y a certains titres ça et là qui sont aussi plutôt cool, mais par exemple le fait de relancer juste un titre Marvel Knights avec pas Marvel Knights mais Max avec Get Fury, à mon sens, devrait être suivi par toute la reconstruction de ce genre de label, peut-être d'auteurs ou plus matures ou plus adultes, puisque en parallèle de ça, ils te feront les trucs Red Band qui relèvent d'un gimmick assez pathétique en fait, de vouloir se montrer edgy en faisant un label qu'en fait on te facture $1 de plus, alors qu'ils ont fait du Marvel Max à un moment donné. Je trouve que c'est assez criant en fait de la façon dont le déséquilibre entre le commercial et l'édito se fait vraiment au bénéfice du commercial en ce moment. Et je pense que vraiment le côté un peu quand tu me parles d'espoir, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se disent un peu que les super-héros c'est pas la grande forme en ce moment.
Et on a vu des articles même dans des médias assez gros comme BFM l'année dernière qui disaient pourquoi le comics ça prend plus. Moi, je trouve que c'est un peu dommage en fait de vouloir voir les choses comme ça parce qu'il y a quand même des choses formidables qui se passent, mais effectivement peut-être qu'elles sont pas chez Marvel ou chez DC en priorité. Et je pense que c'est une faute parce que si les deux acteurs majeurs d'une industrie en fait donnent pas envie de lire des comics, alors forcément ça va être compliqué pour les petits d'exister et de se faire voir. Si t'as pas Spider-Man et Batman qui t'invitent à aller dans un comic shop, alors tu vas pas pouvoir tomber sur Ultra Mega ou sur du Craig Thompson par exemple, ce genre de choses-là. Donc moi je trouve que c'est une époque qui est super intéressante. Je pense aussi que il y a eu des hauts, des bas du côté des industries, des adaptations, et que c'est pour ça aussi qu'on a peut-être ce sentiment un petit peu de recharge d'espoir, parce que Warner a fait que de la merde ces dernières années. En tout cas, ils ont fait des films qui se sont plantés. Alors tous n'étaient pas super mauvais. Ils se sont viandés au box-office en crachant leur projet d'univers partagé. Là, les 3 dernières années, depuis Endgame, Marvel a tâtonné et s'est quand même pris la patte dans le tapis plusieurs fois, ce qu'on pensait pas possible, hein, mais voilà, il y a eu des gros échecs l'année dernière, notamment avec Ant-Man et The Marvels, qui montrent aussi que eux aussi, je pense, se sont vraiment reposés sur leur laurier après Avengers Endgame. Et t'as les troisièmes qu'on oublie souvent de nommer, mais qui à mon avis sont quand même les pires, c'est Sony Pictures, qui eux font de la merde à dessein. Je pense de façon ultra cynique, et voilà, et les trois ensemble font que ces 3 dernières années, dans l'ensemble, on a été très très mal servi, je pense, en ce que le médium comics peut avoir comme image par rapport à leurs adaptations. Si tu regardes vraiment tous les films qui sont sortis ces 3 dernières années, tu peux vraiment dire ah ouais, mais en fait les comics de super-héros c'est éclaté quoi. Et donc tu vas pas aller forcément lire des comics, déjà que c'est difficile d'amener des gens aux comics quand les films sont bons. Quand les films sont mauvais ou moyens au mieux, c'est encore plus difficile. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai un grand espoir aussi dans l'année prochaine, dans 2025. Je pense que juillet 2025 sera décisif parce qu'on a d'un côté le Superman de James Gunn et de l'autre côté le Fantastic Four chez Marvel Studios. C'est quand même le premier super-héros ever. Et la première famille Marvel, donc c'est hyper symbolique d'avoir ces 2 films-là qui sortent le même été. Je crois que Marvel Studios a quand même passé ces derniers mois à réfléchir de nouveau à leur stratégie et à revoir la façon de faire leurs films. James Gunn, de ce côté-là, moi j'ai totale confiance en lui en tant que créatif pour faire un bon film. Donc pour moi, ouais, l'été 2025, ça va vraiment être ça passe ou ça casse quoi. C'est soit ça passe et ça peut réentraîner quelque chose, vraiment quelque chose d'un intérêt, une curiosité pour plein de gens, pour le grand public qui potentiellement peut se déverser après sur le comics et peut attirer des nouveaux lecteurs. Et par contre, si ça casse, alors ça voudra dire que je crois que dans les phénomènes cycliques pop culturels, le comics restera vraiment à sa place de niche, ce qui n'empêche pas de kiffer tout ce qu'on peut découvrir. Parce que du côté de l'indépendant, et je finis avec ce long tunnel, par contre, il y a tellement de choses qui se passent, je trouve que là, en l'espace d'un an, ne serait-ce que l'arrivée de Distillery, leur format de single issues, les choix d'équipe créative qu'ils ont pu faire, les projets qui sont menés chez Distillery, c'est vraiment formidable. Je trouve que c'est vraiment une très bonne façon de faire un peu coïncider le format du single issues américain avec une épaisseur un peu plus proche du format franco-belge, parce qu'eux, ils font des single issues d'une 50aine de pages à chaque fois, et dans un beau format qui donne envie de mettre 8 à 10 balles dedans, vraiment. Donc il y a vraiment une exigence sur le travail de publication. Et et chez Image, il y a toujours des auteurs qui arrivent à nous faire kiffer. Il y a plein de maisons d'édition qui se sont lancées aussi. Je suis vraiment super, toujours aussi curieux. Donc voilà, je trouve ça très cool. Ma question est s'orienter en fait parce qu'en fait c'est un qu'est-ce que tu penses des 4% en France? Ouais, non, c'est pas ça ma vraie question. C'est moi j'ai l'impression parce que moi j'ai un angle de vue très VF parce que je lis que la VF et j'ai vraiment l'impression et peut-être que c'est qu'une impression et c'est moi qui interprète ça comme ça, que t'as Panini et Urban qui cherchent pas à renouveler un public qui devrait on devrait renouveler, ils sont tous les deux en train de peut-être un peu plus Urban avec le Urban Nomade qui
Bon, apparemment, je suis pas d'accord. Ouais, ça marche pas tant que ça. Je suis pas d'accord. C'est pas que ça marche pas tant que ça. C'est une très bonne initiative ce qu'ils ont fait avec les Urban Nomades. Mais t'as Panini qui a repris donc les versions les Pocket. c'est exactement la même chose. Mais surtout, ils ont commencé à sortir les Epic, qui sont quand même des gros bouquins pour pas excessivement cher. Donc il y a des initiatives qui se sont faites. Après, c'est sûr que comparé aux années 80 où j'allais tous les mois acheter mon Strange pour même pas 20 francs chez le marchand de journaux, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. La mort du kiosque a mis un sacré frein à ça en France. Après, ça vendait pas. Enfin, d'après quand on lit les analyses, et souvent celle d'Arnaud qui a fait plusieurs articles autour de ça, t'avais l'air de dire que ce que toi t'entendais du côté de chez Urban et de chez Panini, c'est que le kiosque, ça vendait pas, quoi. Donc ouais, c'est même pas moi qui ai fait le. En fait, il y a Yannick Scharrer qui était chez Zoé et qui maintenant est chez Comic Strip, qui avait fait un bon papier sur la mort du kiosque qui date maintenant il y a 4 ans. Hein. En fait, et qui découle d'un lent déclin en fait, qui date pas d'hier, et qui expliquait qu'en fait même quand Urban est arrivé sur le marché, donc en 2012, et qu'ils avaient proposé les Batman Saga, Justice League Saga et Green Lantern Saga, en fait on avait vu que le Green Lantern Saga avait périclité assez rapidement, je crois que c'était 1 an après, et ça traduisait déjà et que en fait ça ne marchait pas, enfin que le format était pas mais justement c'était une conversation qu'on avait déjà eu en émission avec James. C'est donc je connais un peu Flo qui a créé les éditions Bliss, et c'était déjà un débat qu'on a eu à l'époque où Urban est arrivé en France, où justement en fait pour lui le kiosque c'était déjà mort, les 100% souples que faisait Panini c'était de la merde. Il le disait vraiment ces termes-là, parce que pour lui en fait les lecteurs de comics ne voulaient que du dur, en fait ils voulaient des belles bibliothèques, et d'un côté le public français lui a donné raison. C'est concrètement pour moi aujourd'hui on est arrivé sur un marché de collectionneurs plus qu'un marché de lecteurs de comics. En fait, il y a plusieurs vérités là-dedans, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul lectorat. Et je pense effectivement que par contre, ceux qui ont pris le chemin en marche à l'époque des New 52, et en tout cas de l'arrivée d'Urban, effectivement, ont eu le choix entre les deux formats et ont préféré se diriger vers l'album, sachant que la mutation du comics, en fait, du kiosque vers la librairie, en fait, c'est déjà faite des années auparavant avec la bande dessinée. Si vous regardez l'état franco-belge, la bande dessinée européenne, qui avait son offre kiosque, son offre de presse qui était pléthorique à un certain moment et qui a fini par disparaître. Donc, en fait, ce qu'on a observé avec le comics ces dernières années n'est que quelque chose qui a déjà été fait avec la BD franco-belge. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des lecteurs effectivement qui ont préféré se diriger vers la librairie, et je pense qu'il y a d'autres lecteurs qui effectivement ont connu aussi le format kiosque, qui au-delà de l'aspect purement financier, c'est aussi une forme de lecture qui est différente, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément l'habitude de lire un bouquin où il y aurait plusieurs chapitres de différentes séries qui ne sont pas les mêmes, et d'y revenir chaque mois, c'est quand même des habitudes. Une fidélisation qui se faisait sur la lecture, qui se fait beaucoup moins avec les TPB en VF, enfin les reliés, je veux dire. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que nous, dans les années 80, on n'avait pas le choix. Tu voulais lire des comics, t'avais que ça. Ouais, c'est sûr. En fait, vraiment, les albums, ça a commencé avec Zenda et puis Watchmen, et poursuivi avec Comics USA. Donc, nous, on n'avait pas le choix. Mais c'était une offre peu chère et facile et accessible pour les jeunes. Aujourd'hui, le problème, c'est que des offres vraiment pour les jeunes lecteurs débutants qui veulent se lancer, quand on doit mettre 35 €, c'est quand même déjà, dans un album, c'est déjà un budget. Mais les albums d'Onoff, parce que j'imagine que tu parles de ça, ne sont pas des albums porte d'entrée. Je pense que ça. C'est là-dessus où on est d'accord, on est totalement d'accord là-dessus. Mais même François Hercouet d'Urban ne les pense pas comme une porte d'entrée. Si vous voulez des portes d'entrée, c'est pour ça que, comme l'a dit James avant, il y a les offres pocket qui se sont développées, les formats poche, qui sont là pour donner une porte d'entrée et capter un lectorat qui a moins de moyens, comme l'étaient les collections à petit prix, mais qui ont aussi très vite montré leurs limites. Leurs limites, et je pense que les formats poche aussi montreront vite leurs limites, dans le sens que, en fait,
c'est quand même des bouquins qui ont tous été rentabilisés et ce format-là ne peut pas constituer de façon très pragmatique en fait un format rentable sur la nouveauté en tant que tel. Et c'est pour ça que voilà, les Batman la Cour des Hiboux a déjà été édité 12 000 fois et donc il y avait rien de plus naturel que de le mettre comme Batman Year One dans le format Pocket. Mais juste pour revenir aussi par rapport au kiosque que toi tu as lu quand tu étais plus jeune, il y avait aussi une différence dans la narration. C'est-à-dire que les épisodes encore dans les années 80, à mon sens, tu avais quand même des épisodes où les histoires étaient complètes dans un numéro, tu n'avais pas une telle décompression dans la narration. Si on a commencé à voir la transition à ce niveau-là, on est passé rapidement d'un épisode d'une histoire à des... je pense notamment au RCM, les récits complets Marvel que publiait Lug Semic fin des années 80, début des années 90, qui étaient vraiment des TPB pour pas cher, quoi. C'est vraiment ma première notion de TPB, c'était ça. Et ça restait du kiosque néanmoins. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à aujourd'hui, où peut-être que c'était plus facile avec un numéro de kiosque que tu suivais, tu découvrais qu'il y avait un Spidey 62. En fait, tu avais quand même quelque chose de relativement complet dans ta lecture, alors que quand tu prenais les Batman Saga, tu avais vraiment un micro-chapitre d'une histoire bien plus grande. Enfin, si tu te lançais dans les Batman Saga et que tu arrivais au beau milieu du Year Zero de Scott Snyder, vas-y la galère, tu vois. Et je pense que le format de narration qui s'est imposé dans les comics modernes américains fait que c'est peut-être plus difficile aussi d'y rentrer et que c'est surtout beaucoup plus difficile alors de le proposer en kiosque avec toutes les données macroéconomiques en fait que nous on n'a pas forcément. Même moi en bossant sur le sujet du mieux que je peux, en fait j'ai toujours pas accès au tableur Excel pour voir vraiment combien ça coûte de traduire, lettrer, produire avec le cartonné versus le kiosque, parce qu'il faut savoir aussi que quand c'est en kiosque, le tirage est beaucoup plus important encore parce que en fait la mise en place que tu fais par rapport en plus aux ventes que tu vas faire, enfin le pourcentage de ce que tu vends par rapport à ce que tu mets en place, il est vraiment encore plus horrible que dans la librairie. Et aussi que le nombre de points de vente du kiosque, en fait, c'est quelque chose qui a considérablement aussi diminué parce que la presse, de façon générale, c'est une habitude qu'on a. Ouais, elle diminue. Là. Et j'avais vu que vraiment, c'était genre de 2000 à maintenant, que ça avait peut-être été diminué par 2. J'ai plus les chiffres exacts. Donc forcément, quand tu te lances, je veux dire, même par rapport à Panini, qui avait une offre kiosque encore très importante il y a 5 ans, avant la disparition totale, quand ils avaient fait leur soft cover, les fresh start et tout ça. S'ils voulaient s'y relancer aujourd'hui, je pense que le nombre de points de vente a peut-être diminué, je sais pas, mettons d'un quart. Est-ce que toi, d'un point de vue d'entreprise, tu vas dire je vais me relancer sur un marché où j'ai perdu encore plus de possibilités. Et rien que le coup façon entre l'époque, comme je disais, Strange, où on avait vraiment un papier, un papier de merde, hein, c'était le papier journal bas de gamme qui était dedans et compagnie. Là, qui ne serait pas accepté aujourd'hui. Voilà, et tout à fait, tu sortirais un Strange en l'état aujourd'hui, les lecteurs te le balanceraient à la gueule. Donc, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, le coup façon va sortir un kiosque à 5,90 € comme il le faisait les derniers moments. C'est plus rentable du tout, quoi. C'est là-dessus. Je sais même pas si c'est possible en fait. J'en sais pour le coup, j'en sais vraiment rien sur quelque chose comme dit qui est vraiment de la nouveauté. Autant sur la réédition, quand ils avaient lancé leur trimestriel, je trouvais que l'idée était intéressante, mais que le choix des numéros publiés ne l'était pas parce que tu vas pas capter des nouveaux lecteurs avec des comics des années 70-80. Et je l'avais dit à l'époque, ce qui serait bien, c'est de faire des trimestriels Ultimate. Bon, au final, ils sont passés par le Marvel Pocket et t'as Hachette qui fait la collection de tout l'univers. Donc, mais voilà, donc il y avait peut-être un coup manqué. Mais ouais, pour produire de la nouveauté, je pense que ce soit juste pas tenable et que ce soit peut-être même, comment dire, par rapport à tous les lecteurs qui existent de comics en France, je sais qu'on n'est pas très très nombreux, mais combien représentent en fait des gens qui vont et qui iraient réellement en kiosque si une offre kiosque était vraiment proposée. Et je crois que ça, c'est la plus dure réalité à accepter de la part, je pense, de lecteurs un peu plus vieux que moi. C'est que en fait, ce n'est plus le vecteur principal de lecture que ça représentait il y a effectivement 40 ans, mais parce qu'en 40 ans, l'état du monde a complètement changé aussi, quoi. Même sans ça, parce qu'en fait, justement, le gros souci avec les fameux 4% que je disais pour une blague, c'est qu'en fait, on a tout le lectorat qui a été étonné d'être si peu, mais on n'a jamais, comme tu le dis, on n'a jamais été énormément les lecteurs de comics. C'est juste, on a eu une dizaine d'années où vraiment on a vécu un âge d'or, où on a eu une
pléthore de propositions de la part des éditeurs français, où on a vraiment eu, avec l'arrivée d'Urban, Bliss qui s'est créé dans la foulée, et compagnie, vraiment, on a une proposition comme jamais j'en ai connu en 40 ans que je lis des comics. Mais le truc, en fait, c'est que le lectorat, c'est pas le même lectorat c'est pas le gamin de 12 ans qui allait acheter son Strange. Là, c'est le type qui a entre 35 et 40 ans, qui a un pouvoir d'achat et qui veut, justement, et c'est là-dessus que Flo de Bliss a raison, c'est qu'en fait, c'est des gens qui veulent des comics, mais qui veulent une belle bibliothèque. Il suffit de voir, tu vas sur Reddit dans la section comics, c'est regarder ma bibliothèque de comics, tu vas sur n'importe quel site, c'est le même topo. Et justement, d'où la multiplication des offres luxueuses. Tu prends Panini qui te balance du omnibus de tous les côtés en ce moment. Après, l'omnibus, c'est pas tant luxueux que c'est la quantité qui mais c'est le prix. C'est importante, quoi. Ouais, mais après 1200 pages. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis honnêtement, pour en posséder quelques-uns d'omnibus, je regrette pas parce que c'est des trucs qui tiennent bien le coup. Moi, tous ceux que j'ai qui ont plus de 10 ans comme ça, ils sont toujours dans un état impeccable. Des reliés urbains que j'ai achetés à la même période sont dans des états beaucoup plus désastreux, alors que je les ai peut-être moins lus, quoi. Et donc c'est vraiment des produits qui sont plutôt bien faits. Mais c'est vrai que là maintenant, quand tu es lecteur de comics, quand tu as le choix entre 20, on va dire 15 albums à 20 €, puis que là tu te retrouves avec 4 albums à 80-90 €, tu as Urban Limited qui s'est lancé à ses côtés. C'est vrai que le portefeuille, il s'est réduit. Non, mais après, personne n'oblige à acheter les éditions de luxe. Ça arrive généralement après des éditions simples et Urban Limited. Personne, même moi, étant amateur de beaux livres, c'est vraiment pas des formats qui m'intéressent. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que tu dis aussi, par rapport aux bibliothèques et tout ça, je pense qu'il y a peut-être aussi une façon de voir les choses, sous le spectre unique de l'achat, en fait, qui est peut-être un peu, et de la collection qui alors bien sûr, quand t'es fan de BD, quels que soient les BD, t'aimes avoir des bibliothèques et t'aimes collectionner, mais faut pas oublier que les bibliothèques existent et que les bibliothèques font des achats aussi récents. Et moi je viens de Strasbourg, j'étais de passage à Strasbourg cet été, je suis allé voir une médiathèque que j'aimais bien quand j'étais étudiant et auquel où j'avais par exemple découvert Kingdom Come et quelques grands classiques comme ça, et ils avaient justement des omnibus, même les omnibus Marvel Horror. Donc en fait ils avaient une offre même dans les comics que je soupçonnais pas, parce qu'ils avaient même des absolutes, et je me disais mais pourquoi une médiathèque investirait dans l'achat d'un absolute qui va emprunter ça, c'est horrible à porter cela. Mais juste pour revenir juste sur les 4% par contre, et je plaide même coupable parce que je sais que c'est venu d'articles que j'ai fait aussi, puisque c'était vraiment ça que j'avais écrit, que ça représentait que 4%. En fait c'est un pourcentage qui est faussé, parce que, et d'ailleurs j'ai fait une interview avec des gens de chez GFK depuis que je dois mettre en ligne depuis des mois, mais en gros les 4% représentent sont faussés. C'est le lectorat de comics mainstream. En fait c'est parce que ça se base sur la catégorie comics de GFK qui en fait et cette catégorie, ce sont les éditeurs et c'est des bases de données en fait qui font des choix de façon assez arbitraire pour savoir qu'est-ce qui va dans la catégorie comics. Mais par exemple il y a plein de comics qui sortent qui sont rangés en jeunesse, d'autres qui sont rangés en BD de genre. D'ailleurs, je suis pas sûr que l'ouvrage dont on va parler après, Jimmy Corrigan, chez GFK, il soit classé en comics, tu vois. Et du coup, en fait, ça fausse normalement, techniquement, on estime que le vrai pourcentage de cette part de marché, il est plutôt de l'ordre de 10%, voire 12%, en fait, en fonction des bouquins que tu prends en compte. Et c'est comme James citait Jiro Taniguchi aussi, qu'on sort souvent de la case manga alors qu'il s'en est. Ouais, presque. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il faut en fait, voilà, il y a quand même plus. Les comics représentent plus en termes de part de marché. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir parler forcément de ces 4% comme si c'était à la fois catastrophique d'un côté ou une bannière genre ouais, on a les 4%. J'entends l'initiative, mais en fait. Comme tu le disais avant, il y a quand même une offre qui s'est démultipliée. Alors oui, on peut pas tout suivre, mais je veux dire, le but, ça n'a jamais été de pouvoir tout suivre, et je pense qu'il faut aussi peut-être ne pas vouloir se forcer à vouloir tout suivre, que ce soit en super-héros ou en indé. En fait,
lisez ce qui vous intéresse, laissez le reste de côté. Mais ouais, c'est ça. Et j'entends bien que les éditeurs, notamment de super-héros, pousseront à vouloir suivre tout l'univers partagé, mais en vrai, ça, ce n'est pas essentiel, ça ne l'a jamais été. Et tu peux passer 1 an à ne pas lire les aventures des Avengers et reprendre après, ou sans que ça t'empêche réellement. La façon dont parfois j'ai l'impression que certains disent que si tu loupes un truc, tu serais totalement perdu. Alors, d'une part, c'est faux. Parce que tu as souvent des notes, ou parce que les choses qui s'y passent sont pas non plus si importantes que ça. Et de deux, même si t'es perdu, c'est pas grave. Personnellement, j'ai lu Final Crisis alors que j'avais que le Dark Knight Returns de Miller dans les pattes et le Batman de Scott Snyder. Bon, bah j'ai rien bité, mais c'était pas grave en fait. Ouais, t'inquiète, même en ayant du background comics. Ouais, je veux dire, la lecture de comics de super-héros, ça reste un plaisir, ça reste une envie de curiosité et tout ça. C'est pas un test universitaire où tu seras sanctionné si t'as pas tout compris, les références et tout ça. Et justement, c'est ce qui te permet de relire, de redécouvrir une œuvre différemment. Bah voilà, moi 10 ans après, j'ai relu Final Crisis après avoir fait 10 ans de lecture intensive. Bon, bah voilà, ça m'a permis de redécouvrir des choses que j'avais pas vues la première fois. Et c'est super, et c'est cool en fait, ça fait partie de la trajectoire. Et j'ai quand même vraiment cette impression qu'on attend trop d'aujourd'hui que en fait ton premier comics doit être à la fois ta porte d'entrée, donc ça doit être accessible, mais ça doit être le meilleur truc possible, alors que bon, il y a comme dans toute industrie, tout ne peut pas être bon, c'est normal, il y a des trucs qui sont médiocres, des trucs qui sont mauvais, des trucs qui sont bons, et ça tu peux pas le décider à l'avance, que ce soit aussi de la bonne qualité, mais que ça doit pas être trop chiant. Enfin, on demande à tous les albums d'être tout et son contraire. Et c'est pas possible. Il a toujours fallu faire des choix. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus compliqué qu'avant parce qu'il y a plus d'offres et qu'effectivement les prix ont été tirés à la hausse. Mais après, les bouquins coûtent plus cher parce que ta baguette de pain elle a aussi doublé de prix. Et je pense que les gens sont. Enfin, j'entends, j'ai vu plein de gens frustrés qui doivent se restreindre sur leurs achats aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que quand tu dois faire un choix entre te nourrir et tes lectures, en fait, je pense que voilà, c'est peut-être plus important que, en fait, c'est juste si tu peux pas prendre 3 bouquins alors qu'avant tu en avais 4, tu vois. Et encore une fois, les bibliothèques existent et permettent, et tu peux te prêter les bouquins. Il y a, je pense, plein d'autres alternatives plutôt que le fait d'absolument vouloir posséder. Et je sais que c'est facile pour moi de dire ça parce que je reçois une partie des bouquins que je lis en service presse pour le travail, mais je vais aussi en librairie et je fais aussi des choix et j'ai jamais pu tout lire ce que je voulais lire et ça fait et à partir du moment où ça devient vraiment une frustration, je pense que peut-être qu'il faut juste revoir aussi son rapport à la lecture, notamment pour ce qui est super-héros, parce qu'en indé en général c'est moins demandant. Et pour être un vieux lecteur de comics, je veux dire, je viens d'une époque où avoir du comics c'était compliqué. Où vraiment, si tu voulais lire même des classiques aujourd'hui comme Batman Year One et compagnie, pendant des années, ça a été difficile d'accès et compagnie. Vous plaignez pas que ça existe, c'est disponible. Si vous pouvez pas l'acheter la semaine où ça sort, c'est pas grave. Il y a ça que je trouve terrible, quoi. On n'a aucune urgence de lecture. Combien d'entre nous, on a des piles de comics à lire qui grandissent parce qu'on achète comme des tarés quand ça sort pour pas les lire au final. Achetez un bouquin que vous ayez envie de lire. S'il y a un truc qui vous plaît plus tard, prenez-le plus tard. Faut arrêter en fait de se mettre la pression comme il y a actuellement. Je sais que ça arrange pas les éditeurs qu'on dise ça parce qu'ils aimeraient qu'on achète tout ce qu'ils vendent, mais il y a un moment vraiment cette pression qu'il y a et vraiment en venir à insulter certains éditeurs. Je pense à Panini. Franchement, le CM. Ouais, il a un blindage à toute épreuve. Oui, Aurélien, le pauvre. C'est franchement. Parce que tu as des personnes qui en font aussi un peu une forme de ligne éditoriale ou de gimmick un peu facile, parce qu'il y a forcément. Non, mais je parle pas que de ces attaques-là ad nominem où vraiment vous êtes des incapables, vous êtes bons à rien, comme on a vu c'est trop souvent sur les réseaux sociaux. Je parle aussi en fait de tout un public qui boude certaines publications au moment de leur sortie pour pleurer comme des rats morts à partir du moment où la série elle chope un coup de hype. Je pense notamment à la série qui est sur Prime de Garcenis, The Boys. The Boys, Panini les a sortis en 100%, les a sortis en deluxe. Une fois qu'ils étaient plus disponibles en deluxe, ils les ont ressortis en best-of, donc pas cher. Maintenant, ils sont en nomade. Maintenant, c'est en nomade.
Ouais, puis en omnibus En aussi, pocket, je crois. Ouais, en pocket. Oui, en pocket. Mais au moment où la série est sortie, c'était disponible en best-of, donc la collection. C'est vrai qu'il y avait eu des ruptures. Après, bon, c'est des cas particuliers. Ah Et ouais, je dis pas qu'il y a pas. Je pense que la pression aussi dont tu parles, c'est parce qu'il y a aussi des politiques d'édition et de réimpression / ou de nouvelles voilà. éditions qui parfois sont un peu chelous, mais quoi. franchement, j'ai vu certains de nos auditeurs de Comics Discovery, des gens que je connais un peu des réseaux sociaux, aller ouvertement insulter le CM de Panini. Non, mais on en a rien à foutre de ton bouquin de merde édité n'importe comment. Nous, on veut le Deluxe. Bah, le Deluxe, il est sorti il y a 5 ans. Fallait l'acheter à ce moment-là, quoi. C'est vraiment, il y a un mauvais comportement de la part de la communauté. Non, mais épouvantable. il y a toute une frange du public. Bon, j'avais envie d'en parler, mais on n'en parlera pas parce qu'on n'aura pas le temps et puis on va peut-être se mettre des gens à dos. Je pense que si j'avais l'air déjà, je l'ai déjà fait un peu la semaine dernière avec un tweet un peu trop. Je me fais engueuler. Et en plus, Arnaud, on parlait d'Aurélien, mais toi aussi, hein, des trolls. Ah bah t'en prends des chaînes. Moi, vraiment, j'aimerais pas être à ta place, vu certaines personnes dont la seule éditoriale, c'est de chier sur toi et sur Aurélien. Les commentaires des posts Facebook de Comics Blog, c'est un peu l'enfer, quoi. C'est un peu toutes les communautés. Ouais, on a toujours des gens dans toutes les communautés. Après, je trouve, à titre personnel, sur juste pas les attaques personnelles, mais sur les trucs plus par rapport à Comics Blog, en vrai, ça s'est calmé. On a quand même, depuis quelques années, pas fait du ménage, mais en fait, je pense que les gens certaines personnes particulièrement véhémentes se sont juste lassées parce qu'ils ont compris que on changerait pas notre ligne éditoriale et qu'on changerait pas le commentaire, en fait, qu'on livrait sur la culture. Mais généralement, en plus, ces gens-là s'énervent, surtout pour des questions d'adaptation, mais en fait, on parle toujours quand même plus de comics que d'adaptation de façon générale, même si c'est plus les actualités cinége qui font venir du monde. Et au final, quand on parle que de comics vraiment pur et dur, en vrai, ça va. C'est des discussions relativement saines, quoi. Mais ce que je disais, ouais, mais par rapport aux insultes sur les scènes de toutes les maisons d'édition, je vois passer aussi. Et en vrai, c'est ce que j'avais dit avant aussi, mais quand on est au point, en fait, à insulter une maison d'édition pour un truc qui te plaît pas, va faire un tour dehors, va te balader. Ouais, mais peut-être qu'il faut prendre du recul, en fait. Là, je t'avoue, tu vois, il y a Nove Graphics qui vient d'annoncer, enfin, ils ont pas annoncé, d'ailleurs, on a juste appris qu'ils arrêtaient tout. Moi, je m'étais lancé dans quelques-unes des séries qu'ils proposaient, donc voilà, je fais partie de tous ces gens-là qui sont lésés parce que, ils ont acheté des mangas en pensant avoir une série complète. Bon, c'est pas le cas. Alors oui, intérieurement, ça m'emmerde. Bon, ouais, tu fais autre chose, en fait. Ça reste des bouquins, voilà. Si mon problème principal, c'est juste que je puisse pas finir ma série de BD, manga ou comics, c'est que ma vie, ça va, elle est pas si difficile, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être apprendre parfois un peu de recul aussi. Tout à fait, on est d'accord. Bon, on va passer au titre. Oui. Quand même, au bout d'un moment. Les gens, ils voulaient du Jimmy Corrigan et du Chris Ware et ils n'ont pas eu ça pour l'instant. Ils vont pas être déçus, je pense. Et j'ai eu un commentaire il y a pas très longtemps qui disait quoi. Enfin, je sais plus. Mais on s'en fiche. Oui, bon, bref, arrête de digresser. Oh là là. On s'en fout des commentaires, on les emmerde de toute façon. En fait, je viens que pour t'engueuler parce que tu digresses à chaque fois. C'est pour ça que tu me veux dans tes émissions. J'y peux rien. Tu es la recadreuse officielle. Voilà, apparemment, il paraît. Mais on m'a dit que j'étais méchante. Alors vas-y. Ouais, avec James uniquement, t'es méchante. Ouais. Allez, vas-y. Donc, Jimmy Corrigan, vous allez encore m'engueuler parce que j'ai pas fait de visuel, parce qu'il fait trop chaud et que j'avais d'autres. Feignasse. Donc vous irez. Tu cherchais Doug. Oui, j'ai passé pas mal de temps à chercher Doug, donc effectivement j'avais autre chose à faire. Et quand je vois les vues, ça y est. Mais non, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Parle du comics du jour. Mais c'est Pépé James, hein. J'ai déjà râlé sur vous, les gens du sud la semaine dernière. Allez, je ne le referai pas. Allez, vas-y. Mais soyez un peu plus curieux, bordel. Mais putain. Donc. C'est Spades qui va nous parler de Chris Ware et de Jimmy Corrigan. Je t'en prie, mon cher Spades.
Donc, Chris Ware, c'est un auteur américain qui est né en 1967 dans une famille qui bossait beaucoup dans la presse. Notamment son grand-père, qui va en fait être quasiment son père de substitution après le divorce de ses parents, qui fut éditeur du Omaha World Herald et notamment surtout responsable des pages comics du journal pendant des années. Notamment, il a intégré Peanuts de Schultz, donc Snoopy, pour ceux qui ne savent pas, dans les pages de journal. Donc Chris Ware, il va commencer sa carrière dans les pages du journal étudiant de l'Université du Texas, où il va déjà plus ou moins commencer à créer réellement son magnum opus. Dès sa seconde année, en fait, en 1987, il va attirer l'attention de Art Spiegelman, le célèbre auteur de Mouse, qui va l'inviter à faire quelques pages dans Raw. Donc Raw, c'est juste le plus gros magazine de comics underground d'Amérique. C'est vraiment une légende pour tous les fans de comics underground. Le magazine qui a refusé Mazzucchelli. Oh, bah, il a tout à fait le droit. Hein. Tu sais, c'était le Mazzucchelli de l'époque Batman Year One. Hein. On parle pas du même mec qui a fait Asterios Polyp. Hein. Et en fait, cette invitation, ça a boosté sa confiance et le poussait en fait à toujours défier les conventions stylistiques et éditoriales. Notamment dans son magnum opus dont je parlais tout à l'heure, qui est le Acme Novelty Library, qui est une sorte d'anthologie qui sort quand il pense en sortir un. C'est vraiment un fourre-tout dans lequel il va publier un peu tout et n'importe quoi, dont notamment en fait le titre dont on parle ici, mais en version sérialisée. C'était publié sur plusieurs éditions du Acme Novelty Library. Donc, et même avant ça, les aventures de Jimmy Corrigan sont parues dans un petit Edo de Chicago. Donc Jimmy Corrigan, c'est l'histoire de son héros éponyme, un trentenaire handicapé social qui n'a jamais connu son père jusque-là et qui reçoit un coup de fil de ce dernier qui va bouleverser sa vie morne et monotone. C'est aussi l'histoire de Jimmy Corrigan, le père du héros éponyme, un type qui ne sait pas comment recoller avec un fils qu'il n'a jamais vu réellement, mais qui essaie quand même avec maladresse de faire au mieux sur les conseils de sa fille adoptive. Mais c'est aussi l'histoire de Jimmy Corrigan, le grand-père centenaire du héros éponyme, qui a grandi sans mère sous la coupe d'un père plutôt mauvais père qui sait vraiment pas quoi faire de lui. Jimmy Corrigan, c'est un comics qui est réellement difficile à lire. Déjà dans son fond, qui parle d'une lignée gangrénée par des traumatismes générationnels. Et franchement, quand tu penses que ça a été publié durant les années 90, avant d'être publié en recueil en début 2000, et que ça te parlait déjà des traumatismes générationnels avant que quasiment aucun psychiatre se penche sur le sujet, tu dis à quel point c'était quand même précurseur comme titre. Et ces traumatismes générationnels, ils ont juste poussé donc 3 hommes à être soit de mauvais pères, soit de mauvais fils, et souvent les deux à la fois. Pas par méchanceté ou malice, parce qu'on leur a jamais réellement, mais juste parce qu'on leur a jamais réellement donné les codes pour être différents de ce qu'ils sont, pour aboutir au final à ce marginal qui est Jimmy, qui déserte la vie sociale par peur d'autrui et qui vit des instants de fugue mentale, notamment à travers cette figure du Superman avec un trait entre le super et le man pour le différencier de celui qu'on connaît déjà, et qui en fait fait figure de père imaginaire parfait, mais sans l'être tout quand même, puisqu'il finit souvent très mal. Aucun des Jimmy précédents n'est vraiment bon ou mauvais. Ce sont surtout des personnes inadaptées, émotionnellement bloquées, qui tentent d'avancer dans la vie, là où le Jimmy actuel, en fait, lui, vit à l'arrêt. Mais la rencontre avec son père, qui a appris le boulot de père avec une autre enfant que Jimmy, et d'une manière... en fait, il a réussi à surmonter son trauma générationnel, mais est-ce que lui va réussir à aider notre héros de ce comics à résoudre le sien? C'est notre question. Jimmy Corrigan, c'est surtout aussi un comics difficile à lire par sa forme. On a traité des récits cathartiques avec Rosalie Lightning, qui a un ensemble décousu de sentiments bruts, vraiment trop bruts, les limites Rosalie Lightning, où on vous a parlé jusqu'à présent cet été des récits formalistes comme le sculpteur de MacLeod ou Asterios Polyp de Mazzucchelli, qui se servent de la grammaire de la BD pour raconter leur histoire de la manière la plus fluide et la plus pure possible. Jimmy Corrigan, lui, c'est ce qu'on appelle un récit ergodique. C'est un récit qui va demander un travail constant du lecteur pour être compris. Si je devais donner des exemples de littérature ergodique, si tu veux jouer au hipster, tu cites la Maison des Feuilles de Danielewski, donc un roman
dont vous avez beaucoup entendu parler sur les réseaux ces dernières années, parce qu'il est d'une forme assez étrange, ou plus simplement, en fait, tu peux citer les livres dont vous êtes le héros, que vous avez certainement déjà utilisé avec une paire de dés et des crayons pour vous amuser. Pour avancer dans l'histoire, en fait, tu es obligé de faire des choix et de travailler, en fait, des séquences. La littérature ergodique, c'est vraiment un truc... Oui. C'est grésillé un peu. Je sais pas si ça vient de chez toi ou... Je sais pas. Attends, je coupe le... Non, mais ça s'est arrêté. Là. Ça s'est arrêté, c'est bon. Là. Ah, ok. Donc, je reprends. J'en suis où? Ouais. Donc, ici, le lecteur, il peut pas rester passif dans les pages du comics, sinon tu vas finir désorienté et complètement perdu. Le lecteur est en fait un acteur de sa propre lecture. Pour ça, en fait, Chris Ware, il va se servir d'un symbolisme qui prend son sens qu'au fur et à mesure du récit. Mais aussi, il se sert d'une mise en forme très, très particulière. Pour faire simple, si Mazzucchelli utilise la grammaire de la BD dans Asterios Polype, Chris Ware, lui, il va inventer des nouveaux mots. Et c'est au lecteur, en fait, d'en trouver la définition. Et perso, moi, j'adore ce genre d'expérience, mais je sais aussi que ça peut être très, très éprouvant pour certains. Pour ma part, je comprends, et je trouve même justifier les multiples récompenses que le titre a obtenues, parce que c'est vraiment une expérience exceptionnelle, mais je comprends aussi les critiques qui n'arrivent pas à comprendre ce comics-là. Bref, pour moi, c'est un grand comics, certes, mais je le recommanderais qu'à des gens qui veulent vivre une vraie expérience de lecture, mais une véritable, là, pour le coup. Bah, on va passer direct à la personne qui n'a pas réussi à rentrer dans... Ah, mais je comprends totalement. Hein. C'est vraiment un exercice de style difficile. Non, bah, je sais pas, c'est toi qui m'as dit. Non, mais comme toujours, tu spoil mon avis. Je spoil ton avis, vas-y. Bah écoutez, moi je vous amène un peu de fraîcheur parce que je suis restée de glace face à ce comics. Non, vraiment, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Tu vois, je dirais pas que c'est nul ou machin chose. Je pense sincèrement que cet auteur n'est pas pour moi. Vraiment, dans la forme, j'ai trouvé ça bordélique. J'arrivais pas à rester concentrée. J'ai pas aimé les personnages. Et moi, quand j'aime pas les personnages, ben c'est foutu. Je suis restée dehors. Et pendant toute la lecture, j'arrêtais pas de me dire que le petit bonhomme là, comment il s'appelle? Jimmy Corrigan. Oui, j'ai oublié son prénom. Il ressemblait au clone du espèce de savon fou dans South Park. Et j'ai pas arrêté de penser à South Park du coup. Et après, je suis partie sur autre chose. Et après, j'avais oublié où j'en étais dans ma lecture, donc il fallait que je me remette dedans. Enfin voilà, c'était vraiment particulier. Et je trouve que c'est pas du tout une lecture qui doit être faite en numérique pour le coup. Ouais, parce qu'elle est. Tu vois, et j'avais eu le même problème avec le titre précédent qu'on avait fait de lui. Ouais. Qui s'appelait je sais plus comment aussi. Rusty Brown, c'était encore ouais, voilà. Ouais, Rusty Brown. Et vraiment pour moi c'était compliqué. Pourtant j'aime bien les trucs un peu foufou en général, mais alors cet auteur à chaque fois c'est limite viscéral, tu vois, il me laisse de marbre, je ressens rien du tout et j'arrive pas à rentrer dedans. Donc effectivement je rejoins Spade sur le fait que c'est pas une lecture facile et que même si on aime bien des fois se prendre la tête et tout, ça peut arriver qu'on rentre pas dedans. Donc moi je dirais d'aller en bibliothèque et de tester l'ouvrage ou de tester au moins un ouvrage de cet auteur pour voir si le style fonctionne sur vous avant d'acheter, parce que c'est vraiment très particulier. Après, encore une fois, je reconnais qu'il y a vraiment un gros travail fourni, qu'il y a de la technique et tout, mais voilà, ça fonctionne pas sur moi, mais je ne dirais pas genre c'est de la merde ou des trucs comme ça, c'est juste, c'est pas pour moi, voilà. Je peux pas en dire plus. Je vais enchaîner, puis après on donnera la parole à Arnaud. Moi, j'avais beaucoup aimé. Ça avait été dur à lire en numérique, Rusty Brown, mais on me l'a offert pour Noël. Et du coup, je l'avais relu. Et effectivement, en papier, c'est beaucoup plus simple. Tu as le temps de te poser. Que sur un écran, c'est plus compliqué. Je crois que j'ai préféré Rusty Brown. Je trouve que Chris Ware, il a un art pour dépeindre les gens un peu, comment dire, sans le dire, dépressif, médiocres. Les gens les losers, quoi, c'est ça que tu veux dire, de la vie de tous les jours en fait, parce que des Jimmy Corrigan ou des Rusty Brown et Rusty Brown n'est pas le seul personnage qui est dans la BD, il y en a plusieurs qu'on découvre au fil des pages. C'est des gens normaux qui ont beaucoup de défauts, mais qui au fil de la lecture on va commencer à s'attacher et à trouver trouver plein de qualités et plein de beauté, quoi. C'était plus simple avec Rusty Brown, parce que la palette de caractères était plus variée. Là, c'est un peu tous des gens on sent qu'ils ont tous morflé.
Ils ont tous bien pris dans la gueule. Bon, bah, on relate un peu parce que effectivement, il y a certains trucs où on peut s'identifier un peu. Mais le héros principal, à part être une victime de tout ce qui lui arrive et de subir un peu, parce que en fait, dans tout le bouquin, il va faire que subir ce qui lui arrive autour et ne jamais vraiment prendre part à l'action. Moi, ça m'a fait un peu penser à ce que malheureusement j'ai tendance à faire. Du coup, j'ai beaucoup relate. Mais ouais, c'est vraiment une lecture et qui est effectivement pas facile, qui demande de rester jusqu'au bout et de rester attentif à ce que tu lis. Mais c'est comme certaines séries qui te demandent de rester bien attentif. Bon, je vais faire un exemple qui va faire plaisir à Faye, même si je suivrai par exemple Twin Peaks, qui va vous demander de rester attentif à tous les petits indices pour comprendre ce que essaye de raconter l'auteur. Là, je pense que dans Jimmy Corrigan ou enfin tout ce que fait Chris Ware, il y a un peu ce côté-là cryptique, mais qui va prendre un sens finalement si on arrive à bien suivre le petit chemin qu'il essaie de raconter. C'est marrant. En fait, il ne crée pas un chemin, il en crée plusieurs et c'est à toi de créer le tien. Et il y a des éléments auxquels tu vas totalement passer à côté, alors qu'ils sont primordiaux dans le récit, mais c'est pas grave, ça t'a pas empêché de comprendre le récit. Par exemple, la demi-sœur de Jimmy. Ouais. Est-ce que tu avais compris que c'était l'arrière-petite-fille de l'esclave du premier Jimmy? Ah non, j'avais pas capté. Et pourtant, c'est dit clairement dans le comics, mais c'est avec les schémas, ouais. Mais c'est dit à un moment où si tu as une seconde d'inattention, tu t'en rends pas compte. Ah ouais, ok. C'est même, je vais être sincère avec vous, il y a tout un passage avec des textes écrits un peu dans tous les sens. J'ai zappé, j'avais la flemme de lire tout le. Non, je sais pas si vous l'avez fait, mais il y a tout. Bon, bah voilà, tu es un bon élève. Non, mais je connaissais déjà, donc je savais ce que je disais. Comme je disais, c'est la littérature ergodique, c'est un truc que je pratique déjà depuis des années. Comme je disais, hein, les livres-jeux dont je jouais adolescent, ça fait partie de ce type de littérature. Et c'est un truc qui m'éclate, moi, la littérature ergodique. Et je sais que Chris Ware joue beaucoup sur l'hypertexte et le métatexte. Donc, forcément, j'ai une vigilance qu'un lecteur de comics lambda, on va dire, aura pas forcément. Et t'as plein de trucs comme ça. C'est par exemple, tu prends la page où t'as le hangar et le cercueil de la grand-mère du premier Jimmy. Si tu regardes les légendes, en fait, t'as les annotations qui partent en sucette totale à un moment donné. En fait, ce que tu crois être les explications de montage, au bout d'un moment, ça part en sucette et ça passe sur le récit du deuil et c'est plein de petits trucs comme ça. Ok. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Arnaud, du coup? Je sais pas si c'est ton premier Chris Ware ou c'est. Ah ouais, pour le coup, c'était bien mon premier Chris Ware, parce que c'est vrai que j'ai Rusty Brown qui traîne chez moi depuis sa sortie, parce que je l'avais reçu à l'époque de Delcourt quand c'était sorti. Et Chris Ware, c'est typiquement un auteur duquel je m'étais tenu éloigné un peu volontairement. Peut-être parce qu'un peu comme Faye, c'est pas forcément un auteur dont je sens qu'il pourrait me parler, mais surtout. Parce qu'en ayant suivi son parcours, on relate son actualité parce que c'est quelqu'un qui est nommé, qui était dans la liste des Grands Prix pour le FIBD depuis des années et qu'il a enfin eu il y a 2 ans. C'est vraiment quelqu'un dont moi-même je me sentais pas en fait assez éduqué, assez bon lecteur, on va dire, de bande dessinée de façon générale pour pouvoir m'y mettre. C'est vraiment une lecture que j'appréhendais parce que je me suis dit, et c'est marrant ce que je disais avant qu'une lecture c'est jamais un test universitaire, mais là je me disais je vais peut-être passer à côté de quelque chose, ou ça va être trop compliqué, ou je sais pas quoi. Du coup je m'y suis lancé quand même. Et alors par contre, je sais pas, Spades, tu l'as lu en physique aussi ou c'était en numérique également? En physique. Et il y a de la vidéo ou pas dans cette émission? Oui. Hein? Oui. Ouais, non, parce que juste pour que les gens voient quand même à quoi ressemble le bouquin en tant que tel, c'est un truc qui est quand même assez énorme en termes d'épaisseur, qui a un format proche un peu de l'E-Line, assez atypique. Et c'est vrai que je pense vraiment que
c'est très compliqué de l'appréhender en numérique parce que c'est clairement Chris Ware, de toute façon, c'est un auteur qui produit pour le papier, pour le physique. Comme le disait Spades, il y a de la narration métatextuelle, mais aussi même méta-environnementale, en fait. Mais c'est vrai que c'est une émission que vous ferez peut-être un jour, mais sur Building Stories, qui est vraiment un truc qui a absolument rien à voir avec la BD traditionnelle, où c'est 14 objets différents sur lesquels sont dessinés des choses. Dans le gros carton, les 14 issues différents que tu peux prendre dans n'importe quel sens, et ça garde toujours un sens, en fait. C'est extraordinaire, ce truc. Ça, je pense que j'irai lire aussi un jour, mais voilà. Et pour revenir, en fait, effectivement, dans les pages de garde, en fait, t'as plein de textes, et en fait, sur les pages de garde de l'ouverture, en fait, c'est une forme d'introduction presque autodépréciative avec des feuillets qui te disent alors la BD c'est ça, normalement c'est censé se lire comme ça, et ça se conclut par un commentaire qui dit mais en fait en vrai vous avez même pas besoin de lire le bouquin, vous le mettez dans votre bibliothèque, ça fera bien chez vous, vous serez bien vu par les gens de la société. Et à la fin il y a une postface où le mec t'explique en fait que l'histoire est assez autobiographique et que même en fait il est arrivé quelque chose dans la vie de l'auteur qui a rejoint ce qui arrive au personnage de Jimmy Corrigan à la fin, alors qu'il l'avait pas prévu, parce que ça s'est arrivé après la publication de la BD. Donc c'est pas mal de choses qui viennent ajouter du commentaire à l'œuvre. Et même en fait la jaquette, elle se déplie. Et quand elle se déplie, en fait, t'as d'autres textes, t'as d'autres schémas qui arrivent. Donc en fait, même la jaquette fait partie de la bande dessinée. Donc je pense que c'est pour ça que c'est super compliqué d'aborder Chris Ware en full numérique pour avoir toute la portée. Et après, par contre, pour l'œuvre en elle-même, effectivement, je trouvais que c'était un récit qui était assez poignant dans ce que ça raconte par rapport à la caractérisation des personnages, par au fait que, c'est la déprime d'avoir ces gens qui sont... Enfin, le Jimmy Corrigan de départ, il est profondément médiocre, en fait. Tu trouves, t'as même pas forcément d'empathie pour lui. Hein. T'as pas forcément envie d'avoir de l'empathie pour quelqu'un d'assez moyen comme ça. Mais c'est le genre de mec en fait que tu pourrais côtoyer toute ta Ouais, vie, que tu côtoies certainement sans t'en rendre compte, quoi. C'est vraiment le mec en retrait, le mec du fond de la salle au bureau et compagnie. J'ai envie de dire qu'on est peut-être tous le Jimmy Corrigan de quelqu'un d'autre. Hein, ça se trouve, c'est juste qu'on n'ose pas se l'avouer. Et après, donc c'est une lecture qui est assez prenante et assez longue. Je dirais pas que ça m'a transporté parce que c'est pas forcément non plus mon type de BD préféré, puisque je suis pas forcément très branché comics underground en fait, même si je reconnais toutes les qualités des gens qui ont pavé cette BD. Et donc, je vois très bien en quoi ça a plu à Art Spiegelman, en quoi ça peut plaire à Seth ou à ce genre d'auteurs-là aussi. Mais par contre, la technique, elle est incroyable en fait, parce que ce soit dans le découpage, dans la façon dont parfois le découpage peut jouer sur la temporalité du récit, dans la façon dont il a de vouloir suspendre le temps, mais pas en faisant des cases longues pour le coup, mais en multipliant des petites cases, mais où la scène, t'as l'impression, se répète, mais en apportant juste quelques détails. Enfin, il y a vraiment plein de passages qui sont super intéressants, la façon dont parfois ça devient du schéma en fait pour justement t'expliquer des liens que t'avais pas forcément compris entre des personnages dans l'histoire. Il s'amuse aussi parfois à insérer des pages où tu pourrais techniquement découper en fait des maquettes pour pouvoir les construire et qu'elles accompagnent ton livre. Mais il y a une page en particulier qui est géniale, où vu qu'en fait le personnage a des souvenirs d'une grange, enfin d'une maison familiale, en fait ils te mettent les plans pour la construire, mais imprimés des deux côtés. C'est-à-dire que techniquement, si tu commences à découper par exemple la grange d'un côté, tu pourras pas construire ce qui est de l'autre côté. Et dans les indications, ils te disent attention avec cette maquette, vu qu'elle est issue de souvenirs, on sait bien que la mémoire parfois a tendance à être floue, donc vous pouvez être perdu et ne pas obtenir vraiment ce que vous désirez. Et je trouve que c'est une illustration ultra bien trouvée de dire si tu commences à construire un des côtés, tu pourras pas avoir l'autre et l'image sera incomplète, parce que de toute façon dans tes souvenirs c'est toujours incomplet. Et je trouve vraiment qu'il y a une façon de penser à la fois l'histoire, puis ta propre pensée, et avec l'objet, le physique, qui est assez génial. Et donc voilà, donc c'était quand même c'est une lecture que j'ai trouvée assez passionnante, peut-être plus pour ce que tu peux essayer d'en analyser que pour l'histoire en elle-même, parce que des histoires de familles dysfonctionnelles et tout ça, j'en ai quand même lu quelques-unes, et je pense qu'il y a d'autres façons de faire qui peut-être me parlent plus, parce que le trait de Chris Ware est assez froid quand même, je trouve. C'est une ligne claire, mais les personnages sont je
trouve que tu n'as pas forcément beaucoup d'affect, ça passera beaucoup plus dans les dialogues pour ressentir quelque chose que forcément dans les visages. Alors peut-être que c'est différent dans Rusty Brown, je le sais pas encore. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était... ouais, c'est quelque chose quand même, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. Je saurais pas dire si j'ai adoré. Je pense pas que j'ai adoré. Je pense pas que ça va forcément rester dans mes tripes. Par contre, ça va rester dans ma tête parce qu'il y a quand même plein de choses. Et j'aimerais bien en fait lire juste des bouquins sur Chris Ware plus que les bouquins de Chris Ware. Et il y a notamment, ça je l'avais récupéré à Angoulême, mais un bouquin qui s'appelle Chris Ware, l'art de réinventer la BD, je crois, qui a à la fois une forme de catalogue de l'exposition qui avait été présentée à Angoulême un petit peu et au Centre Pompidou, mais il y a des entretiens en fait de l'auteur dedans. Il y a quelques petites pistes d'analyse pour ses planches et pour ses bouquins. Et je trouve que c'est un truc qui est pas trop mal en fait pour les gens qui, comme moi, avaient peur de se lancer dans la bibliographie de cet auteur. Je pense que c'est pas mal, ça te permet de mieux comprendre un petit peu ce que tu as lu. Voilà. Moi, pour préparer l'émission, j'ai écouté une interview d'Augustin Trapenard, Augustin Trapenard et ce qu'il est. Il faut apprécier. Ça n'a pas été trop mon cas du coup, mais l'interview est intéressante. Je trouve que ce qu'il a raconté, c'est intéressant. Tu sens que ce que tu disais tout à l'heure, Spade, qu'il a grandi dans la BD et que ça a infusé un peu toute sa vie, ça se sent. Il en parle vraiment bien. Moi, je sais pas si tu as lu Astéréopolype, Arnaud, mais aussi autant Mazzucchelli, il te prenait par la main pour venir t'expliquer comment marche la BD et comment il veut dérouler son histoire. Là, et en plus, je crois qu'il le dit dans l'interview, que lui, il écrit pas des BD pour qu'on comprenne en fait. Il montre son art un peu de façon très cryptique. Et c'est intéressant. Mais je suis plus effectivement, Astéréopolype m'a beaucoup plus parlé que Jimmy Corrigan personnellement. Je sais pas si Spade c'était comment on a fait les. C'est pas du tout comparable en fait. Moi, comme je disais, Astéréopolype, c'est vraiment. Il a essayé de faire un truc le plus lisible possible. C'est un exercice de style dans la lisibilité, dans l'utilisation de la grammaire. Tandis que là, en fait, ce que fait Chris Ware dans Jimmy Corrigan, il te place dans la situation de Jimmy Corrigan où tu es complètement déconnecté de la réalité qui va te parler. C'est en gros comme si on te donnait pour jouer on te donnait 2 as, mais qu'on te faisait jouer à OD. Ça ne sert à rien d'avoir des as, quoi. Et en fait, c'est à toi de créer tes propres règles du jeu pour évoluer. Et c'est en ça, en fait, que la littérature ergodique est intéressante. C'est pas pour la qualité du récit, mais pour l'expérience qu'elle procure. Tu prends la fameuse Maison des Feuilles de Danielewski, dont tu as certainement déjà entendu parler, tellement ça fait le foin sur Internet. Il y a une vidéo de Al 236 dessus. En fait, c'est un livre d'horreur nul, mais très très bien écrit, tellement l'expérience est incroyablement enrichissante. Non, franchement, au niveau horreur, c'est juste des mecs qui visitent des couloirs. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Et je l'ai et j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. C'est une expérience de lecture tellement unique. Le voyage est extraordinaire, quoi. Le bouquin est génial, le bouquin est très beau. Hein. Ouais, c'est pas tout en ouverture qu'il l'a dit. Si, ouais, c'est vrai. C'est vraiment comme si tu faisais le meilleur voyage du monde pour aller à Guingamp, quoi, au final. La destination finale est un peu déceptive, mais le voyage est extraordinaire, quoi. Et il va s'étonner que les gens de Guingamp l'insultent sur les réseaux, quoi. Je suis guignonnais, donc on a un petit passif Guingamp-Guignon par rapport au foot. Les cadrats de Guingamp seront. Voilà. Mais en fait, Chris Ware, c'est exactement la même chose. C'est vraiment en fait une expérience. C'est ce que tu vis là, tu le vis pas dans 15 comics différents, autres comics, quoi. Et il t'explique pas beaucoup les choses et que tu as des scènes où tu devras toi-même recomposer en fait. C'est est-ce que ça se passe dans le passé ou pas? Est-ce que c'est une vision qu'il a? Est-ce que ça se passe réellement? Et il te prévient pas. Il y a jamais forcément enfin, ça devient lisible. Ouais, mais il n'y a pas de marqueur qui te dit ça se passe dans sa tête, ça c'est une vision, ça ne l'est pas. Et ce qui est bien, c'est que en fait, ça va te surprendre et tu vas
parfois peut-être même relire en fait et refaire le chemin en sens inverse pour bien resituer tout ce que tu dis. Je sais pas, après dans les différentes parties, je trouve, mais c'est marrant parce que moi du coup la partie du Jimmy actuel en fait, la redécouverte de sa famille en fait me passionnait plus que l'enfance par contre du grand-père. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais. Bah, en fait, à partir du moment où j'ai compris que ça parlait des traumas intergénérationnels, parce que donc Jimmy actuel est comme ça, parce que l'absence d'un père qui lui-même a eu un père pas ouf, qui lui-même a eu un père nul à chier, on va être honnête. Ouais, clairement. Donc après la mère, elle est pas ouf non plus quoi. Franchement, oui, la mère de Jimmy, elle est pas. Mais justement, même le père qu'il a pas eu, au final, s'avère être une meilleure personne que la mère. Mais pas pour Jimmy, pour Amy. Ouais. Et c'est ça que je trouve assez fabuleux, c'est toute cette thématique du traumatisme générationnel, de se rendre compte en fait qu'il y a une forme de poids qui pèse sur les gens et qui viennent pas d'eux-mêmes et de ce qui s'est passé avant à chaque fois. C'est marrant, c'est un truc qui revient dans Rusty Brown aussi. Ouais, mais je pense que c'est une des grosses obsessions de Chris Ware. Mais le truc, c'est qu'il l'a verbalisé au sein de son œuvre avant même que vraiment on commence à en entendre parler de tout ça dans le grand public. C'est assez impressionnant en fait. Là, il le traite comme si c'était un atavisme parce que tous les Jimmy Corrigan se ressemblent étant enfants. Puis même plus ou moins adultes. Puis ils ont une tête de vieux quand même, étant gamin. En fait, ils ont cette même tête trop bizarre. Voilà. C'est comme si c'était inscrit dans leur ADN, quoi. Pour lui, c'était pas forcément une forme de traumatisme transgénérationnel. Mais là, avec le recul de toutes les études psychologiques qu'il y a eu dessus, ça devient évident et ça apporte une lecture supplémentaire qui est super intéressante, quoi. Oui, par contre, je recommanderais pas ça à n'importe qui. Et même des lecteurs chevronnés, je leur recommanderais pas ça forcément. Il faut vraiment être très très curieux et s'accrocher. Ouais, si je me plaignais de pas faire de vue, là, ça va être encore pire que d'habitude. Mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez envie de Fate, t'as un truc à ajouter? Non. Est-ce que vous voulez qu'on a fait le tour peut-être? Moi, pour ma part, oui. Ok. Et on va conclure l'émission. La semaine prochaine, on va vous parler. Là, si on vous a parlé d'un titre qui est difficile à lire, la semaine prochaine, on va vous parler. Après, peut-être qu'il faut pas faire peur aux gens non plus. En fait, je sais pas pour. Je vais pas dire que Jimmy Corrigan est facile d'accès, que c'est super simple et tout ça, mais. Enfin, parce que c'est vrai que moi-même, j'étais pas allé vers Chris Ware parce que j'avais ces appréhensions de compréhension. En réalité, je suis pas plus intelligent que la moyenne et que je l'ai compris, tu vois, et je pense que tout le monde peut la comprendre. C'est vrai, juste en fait, ce qui fait peut-être peur, c'est que c'est dense, c'est la densité en termes du nombre de pages. C'est quand même un bouquin qui fait près de 400 pages, que qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a énormément d'informations dans cette bande dessinée et qu'elle n'est pas présentée de la façon dont on a l'habitude de le voir, parce que c'est clairement pas de la BD conventionnelle. Et c'est ce qui en fait aussi tout son intérêt. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut forcément la lire en une fois? Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être se lire aussi par à coup, peut-être, effectivement, de ne pas s'infliger, comme on va pas, de façon peut-être très caricaturale, mais on va pas regarder forcément, j'allais dire un film de 4 heures expérimental. Mais en fait, je sais pas si y a des gens qui vont hurler en disant qu'on peut regarder des films en plusieurs fois si jamais c'est trop bizarre ou je sais pas quoi, mais je pense qu'on peut le faire aussi, tu vois. Y a pas comme regarder Leftover tout d'un coup en marathon. Par exemple, c'est ça. Mais je pense que c'est peut-être une BD aussi qu'on peut aborder calmement et sans se mettre de pression non plus. Non, mais vraiment, c'est une expérience de lecture. Faut pas prendre ça comme une lecture, faut vraiment prendre ça comme une expérience de lecture. Et il n'y a pas de syndrome d'imposteur à avoir. Soyez curieux. Tout le monde peut comprendre Jimmy Corrigan, il faut juste être attentif. Et c'est vraiment là, votre attention va être mise à rude épreuve. Et c'est ça qui est extraordinaire. Même des lecteurs chevronnés, elle sera tout aussi mise à rude épreuve.
Et Si parce que vous c'est aimez gratifiant ensuite. Ouais. Si vous aimez l'art séquentiel, vous allez forcément y trouver Mais un peu votre moi, compte, je quoi. pense qu'il y a quand même un côté émotionnel. Enfin, moi, je sais que j'ai eu zéro émotion. J'ai été touchée par rien du tout. J'en ai eu rien à faire de ces Non, mais c'est peut-être personnages. parce que tu l'as vu dans ce film. Et j'ai abandonné. Et je sais que s'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont très sur l'émotion, si vous n'arrivez pas à vous lier ou à ressentir des choses, je pense que vous allez aussi sortir du truc. Je vois la technique encore une fois, mais ça a zéro impact sur moi. Donc je pense qu'il y a aussi le facteur émotion qui peut faire fuir d'autres personnes aussi. Faut Arnaud aussi en disait, parler. il a un très très froid au final. Ah oui, non, mais Ouais. totalement. Totalement. Faut arriver à rentrer dans son trait, quoi. Faut se mettre dans l'ambiance, quoi. Faut se mettre dans l'ambiance de lecture. Faut essayer de peut-être. Enfin, c'est pas. Je veux dire que si on rentre pas dedans, c'est pas qu'on manque d'empathie, mais en tout cas, faut essayer d'avoir de l'empathie pour ces personnages aussi, parce que c'est pas un dessin qui est très expressif. Vraiment, c'est quand même une. Et il y en a souvent qui, même dans ses planches ou certains dessins qu'il a fait pour le New Yorker, où tu vois le côté très architecte, très mathématique en fait dans sa représentation de l'art visuel. Qui est pas quelque chose qui déborde, ça dégueule pas en fait. C'est quand même un dessin qui est assez, alors je vais pas dire psychorigide, mais ouais, c'est quand même très cadré et carré, on va dire, et donc ça peut avoir un impact aussi sur l'émotion que ça te procure. C'est marrant, je l'ai pas du tout trouvé. Moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui pensait à 10 000 choses en même temps et qui mettait tout dans l'image. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était bordélique. Aussi, effectivement. Et je trouvais que j'arrivais pas à. Tu vois, ça m'a fatigué. En plus, la chaleur a pas aidé. Alors voilà, conseil, découvrez pas cet auteur. Non, mais découvrez pas cet auteur en plein canicule. Peut-être l'hiver sous un petit plaid avec un chocolat chaud, ça passerait mieux. Non, mais là, j'avais pas l'énergie pour essayer, tu vois, d'aller plus loin. Ça demande de l'énergie. C'est éprouvant physiquement. Hein. Tu finis le bouquin, c'est comme si tu avais couru un marathon. T'es vraiment, c'est épuisant. Après, c'est dense, mais je pense que par contre, je suis d'accord avec toi, Faye, qu'il met beaucoup de choses, qu'il met certainement d'ailleurs toutes ses idées, parce qu'il le dit aussi dans des interviews qu'en fait, il partait d'une idée et il déroulait, qu'il n'avait pas forcément de plan sur le long terme. Il dit qu'il n'avait jamais envisagé qu'Oregon d'ailleurs soit un album, hein, parce que lui, il le faisait en strips. D'abord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un faux bordel, quoi. Parce qu'à mon avis, pour faire certaines planches ou certains schémas, ça peut pas être mis au hasard, et je pense que c'est hyper dans son cerveau. Je sais pas comment ça marche. Je pense qu'il faudra peut-être un jour disséquer le cerveau de Chris Ware. Mais ouais, je pense que c'est un bordel en apparence, mais que c'est parfaitement ordonné dans sa tête. Mais tu vois, dans notre débat d'avant la review, on parlait des éditions luxueuses. Moi, honnêtement, le jour où Chris Ware me fait une édition annotée pour m'expliquer case par case. J'avoue, ouais. Faudra un commentaire audio, tu sais, de la BD. Ouais, non, bah oui, non, mais c'est ce qu'on appelle les éditions annotées. Avec John Hart, donc qui vient aussi du comic strip, on voyait dans sa façon de dessiner dans l'album, ça sentait que c'était quelqu'un qui venait du comic strip. Moi, si tu me l'aurais dit que Chris Ware venait du comic strip, je sais pas si j'aurais pu le comprendre en lisant Jimmy Corrigan. Il y a pas, enfin. J'y ai pas vu. C'est pas les strips de Garfield, quoi, c'est sûr. Ouais. Mais je me suis fait vraiment la même réflexion, parce que moi, je le savais en me lançant dedans quand même. Mais c'est vrai que quand tu lis en album comme ça, tu te dis pas, moi, mais alors franchement, pour les gens qui suivaient ça dans un hebdomadaire ou dans un mensuel, planche après planche, ouais, j'ai vraiment du mal à me représenter comment ça fonctionnait, quoi, et comment les gens y revenaient, surtout parce que parfois, ça doit être encore plus particulier. C'est beaucoup moins marrant que Mafalda, on est d'accord. Ah bah, c'est pas pareil. Donc je disais, je parlais de difficulté, c'est parce que le comics de la semaine prochaine va être plus difficile à se procurer, puisque c'est Fax de Sarajevo de Joe Kubert. J'allais confondre avec Andy, mais non, c'est Joe. Non, c'est le père. C'est le papa. Le père, dire, c'est le père ou le fils. Et malheureusement, il n'est pas disponible, à part en occasion. Mais avec Spade, on s'est dit que malgré tout, c'est un comics qui est un peu qui pourra résonner avec l'actualité, et que ce serait intéressant d'en parler. Donc, malgré le fait qu'il se soit compliqué à l'obtenir, parce que j'ai demandé à une pote libraire, d'ailleurs, allez, si vous allez sur Montpellier, Arnaud, si tu vas à Montpellier, va à Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires. Ça faisait longtemps. Qui est la meilleure librairie du monde. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as envie de... On aime bien soutenir les BD, les librairies BD, même les librairies indé. Est-ce qu'il y a une petite librairie indé à qui tu voudrais faire un petit shout-out
le mettre un peu en avant? Ah, il y en a une, mais je vais pas me retenir leur nom, du coup, c'est un fail total. Mais il y a une petite librairie qui est, je crois, sur Asnières, en fait, avec un jeune libraire, Gauthier, qui s'appelle Gauthier, qui est super gentil, super cool, qui était venu une fois sur First Print pour parler de son métier, et ça fait partie de ces jeunes libraires qui ont à cœur de mettre le comics en avant, en fait, dans leur librairie BD généraliste, et shout out à lui et à toutes celles et ceux qui font pareil, et qui se démènent pour faire exister les ouvrages comics dans les rayonnages, où qu'ils soient classés. L'important, c'est de les mettre en avant. Et voilà. On va finir sur un merveilleux message. Et donc, la semaine prochaine, Fax de Sarajevo, de Joe Kubert. Encore une fois, ce sera pas très joyeux, même si apparemment ça finit bien. Mais dis pas la fin. Disons que la réalité, vu que c'est un récit biographique, disons que la réalité est un peu plus enthousiasmante que le sujet du bouquin. Voilà. Vous pouvez retrouver Arnaud sur tous ses réseaux sociaux, sur Twitter, sur First Print, sur Comics Blog. Tous les liens seront dans la description. J'en profite pour remercier Arnaud, puisque tu es pratiquement ma source principale quand je fais, parce que là on fait pas les news, mais d'habitude il y a les news. Quand tu fais la revue d'actualité. Et quand je fais la revue d'actualité, pratiquement. Eh bien, merci à toi. Sachant bravo. que les sources sont toujours citées. Oui, on essaie le plus souvent de citer les sources, surtout quand tu avais fait tes articles d'analyse, on les avait mis dans le site pour les remettre en avant, pour que les gens aillent lire directement. Merci. Et pas de problème. Merci beaucoup à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Et je tiens à ça fait un moment que je suis ton taf et ce que tu fais, et je trouve vraiment cool que tu restes sur cette ligne éditoriale, ce côté, faut le dire, un peu à gauche. Moi, ça me va. On n'est pas tous dans ce même, malheureusement, et surtout, on l'a vu récemment dans le Comic Game, on n'est pas tous dans cette ligne éditoriale-là. Et ça fait du bien d'avoir des gens un peu à gauche. Et continuons à emmerder les gens qui sont un peu trop à droite. Voilà. Coucou à Gérard. Non, c'est pas à Gérald, excusez-moi. Gérald. Coucou Gérald. Sur ce, on vous laisse. Puis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci, salut tout le monde.